Okay, good. So, good afternoon to you all. Very happy Bonjour à to be tous, here. c'est I un think vrai we're still plaisir having d'être the parmi speakers vous. from the Je pense previous qu'on a session toujours les on the screen, intervenants but de you'll believe us la that session we're précédente, trying to mais je discuss a crois different topic. qu'on va essayer de The topic of parler this d'un autre sujet. session is all about Alors, startups, cette session disruption, parle and how that de sort la of sense rupture et les the startups, power of startups le pouvoir des change, startups to change the world, basically, pour changer le more monde, specifically, I mais think, plus to spécifiquement change the issues that we're pour facing changer in terms of our les society problèmes today. sur lesquels on doit faire face aujourd'hui. Recently, I heard Récemment, a j'ai very entendu interesting professor from un Harvard, and she professeur was d'Harvard saying something that I think très I intéressante qui nous adopted ever racontait que since. j'ai quelque chose que j'ai She adopté was d'ailleurs saying that the depuis. Elle world disait que now faces le monde three aujourd'hui mega doit crises. faire face à trois The first méga one, not crises. necessarily in Le the premier, pas order of forcément importance, is par climate ordre change, d'importance, c'est which was discussed, le I think, in the changement previous climatique. panel. Je crois qu'on en a The parlé dans le second panel one précédent. is Le deuxième, inequality. c'est So it's kind of more la social, mauvaise and I think qualité. today Donc, it somehow turned out that il apparaît en fait three que speakers, les trois which have intervenants fascinating qui stories ont and des experiences to histoires share, are dealing more incroyables with, I would say, travaillent plus social sur issues rather les than problèmes sociaux environmental que les issues. problèmes environnementaux. But we'll get back to that. Mais And on the va y third revenir. Et la crisis troisième is crise, that of c'est loss celle of qui dit trust. que le And manque de la perte de especially, confiance. Et the fact that surtout le fait que les institutions, institutions, governments, les global gouvernements, organizations les organisations are kind of mondiales losing, perdent the trust that they've la enjoyed confiance for years, qu'ils ont eue, dont ils ont pu bénéficier depuis des années before, and therefore avant. it's very Et difficult to move il est donc forward, très because difficile I think, d'aller again, vers as was l'avenir, parce discussed que in de nouveau, previous comme on a panels parlé today, dans les there are panels things précédents, il y a that des it choses qui seems that a lot of people il feel semblerait, that should be done, but des choses qui somehow devraient être they're not faites, getting mais done, qui ne especially sont on the pas faites, political level, surtout au niveau either politique, national politics soit or au even niveau des more politiques complicated nationales on ou global encore politics. plus And the fact is compliquées that we kind de of politique losing mondiale. Et en trust fait, in the ability le of fait those qu'on perde la institutions confiance to, dans la sort of possibilité make pour the right ces decisions. institutions de So prendre if les we'll bonnes take décisions. those three mega Donc, crises, si on prend ces climate trois change, méga crises, inequality, and changement loss of trust in institutions, climatique, it inégalité will et lead us perte de forward to the confiance, question ça that nous we would amène like à la to question discuss in this panel. dont aimerait parler cet après-midi. Does innovation, Est-ce que l'innovation, entrepreneurship, disruption l'entrepreneuriat can et sort of maybe la change rupture peuvent être the way changer that we la believe façon dont things should be done according to, and pensons maybe present que a new les and choses doivent different être way faites et peut-être les that will présenter help us overcome sous un the nouvel angle three qui va nous challenges, permettre and de maybe even surmonter more les trois specifically, the défis third et challenge surtout le of troisième, always de sort of expecting the toujours political s'attendre à ce que level to les somehow, politiques make the right decision in the prennent les way bonnes that we décisions know, at the moment that those decisions are being au made. moment So anyway, où that's ces kind of a décisions quick sont prises. opening up. Donc, c'était juste I une think that what we'd like to courte do in this introduction session et j'aimerais, is, have it as pour sort cette of energetic session, and interactive as avoir possible. So le faire le hopefully, plus interactif et le plus we'll do vivant two possible. rounds with the Donc, on va speakers, faire, so j'espère, everybody will have their time instead of just, deux rounds avec 20 les minutes per each. And les I really intervenants. encourage you all Et je vous to, encourage tous get à involved, vous ask impliquer, questions, poser raise des comments. questions. I think none Donc, of us je at the pense panel qu'aucun here d'entre nous comes from sur le a panel ne corporation. vient d'une grosse We work with entreprise. corporations, but still, I'm not a corporate, guy On per se. travaille So avec if there's les any grandes entreprises, mais je ne suis representative pas here from corporations d'une grande who work entreprise. with Donc, si startups, vous who avez expect startups des to grandes disrupt entreprises qui travaillent the avec way, les startups et qui that s'attendent à ce they're que les working, please startups feel free to join soient en and, rupture par raise rapport à leur comments, méthode de issues travail, and, n'hésitez everything. pas à faire des commentaires et à soulever des questions. Before Donc, I, avant de maybe, commencer, start j'aimerais with peut-être our commencer first, avec panelist. notre I premier come from panéliste. Israel. Moi, je viens I d'Israël. run a Et CSR organization. j'ai une entreprise de And we're RSE currently, et nous sommes writing a report about en train d'écrire un innovation for rapport good. sur And we l'innovation looked pour le into bien. the Et Israeli nous avons case of innovation. regardé Some ces of you might know that cas Israel d'études. Comme has vous le savez some peut-être, good Israël reputation in a une terms bonne of réputation en innovation termes and startups. d'innovation et de start-up. And we found out, Et and nous it's kind of avons an interesting découvert, story, et going c'est assez back intéressant more than d'ailleurs, 50 years ago, quand on 70 years revient ago, à the first 17 ans, prime minister of the state of pardon, Israel was les kind of 70 ans, saying, le Premier we ministre have an issue. d'Israël à l'époque a We dit don't have nous avons un water, problème, but c'est we qu'on do n'a have pas the d'eau, sea. mais Can we on a do la mer. something Est-ce qu'on peut to faire sort quelque of, chose mix pour between the asset faire se and, rejoindre ces the deux challenge ressources and turn seawater et into, transformer l'eau de drinking mer fresh water? en eau potable? And he formed
Et il a donc formé une entreprise d'État de désalinisation qui leur a pris beaucoup de temps, mais ils ont réussi à développer une solution de désalinisation et je pense que ça a résolu le problème de l'eau en Israël et ça a montré que nécessité faisait loi et était en tout cas une source d'innovation, le désir de changer les choses et la façon de faire les choses aujourd'hui ne résout aucune situation. Donc, tournons-nous vers l'innovation. Et à l'époque, c'était l'innovation technologique. Aujourd'hui, je pense qu'on est, comme on va le voir aujourd'hui, c'est beaucoup d'innovation sociale. Donc, on va commencer sur ce point-là. Gili, qui est au milieu, Gili Souari, est un hub d'innovation sociale qui s'appelle Hakavelet. Et pour présenter ce hub qui est sponsorisé par la sécurité sociale israélienne. Donc, elle paye des entrepreneurs pour trouver des idées, des solutions à des problématiques sociales urgentes. Gili, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas ce panel sur l'innovation sociale et pourquoi est-ce que ça a tant de succès dans le monde entier? Bonjour à tout le monde, je m'appelle Gili. Mon français n'est pas parfait, alors je vais parler en anglais. So, hi everyone, I'm Gili. Bonjour à tous, je m'appelle Gili, je vais parler d'entrepreneuriat social. On parle très vite dans l'entrepreneuriat, donc je vais commencer avec 60 minutes d'introduction, 60 secondes, pardon, en termes de définition de vocabulaire. Ce sont les entrepreneurs sociaux sont des gens qui sont donc entrepreneurs dans les domaines comme l'éducation, l'environnement, les droits humains. Les entreprises sociales peuvent être structurées lucratives ou non lucratives, qui proposent des services et des produits, la plupart du temps sur la base de technologie. Et le secteur de l'entrepreneuriat social et tout l'écosystème autour ont cru très rapidement ces dernières années. Et aujourd'hui, ce sont des joueurs, des acteurs principaux. Et quand j'essaie d'expliquer un petit peu à quoi ça correspond, bien souvent, j'aime bien utiliser ce GIF. Donc, le taux d'accélération des changements technologiques affecte tous les aspects de notre vie et fait que l'incertitude fait partie. Et je pense que ça fait trop de changements sur une période très courte. Donc, avec tous les avantages apportés par les technologies, les problématiques sociales augmentent en termes d'étendue et de nombre. Si, par exemple, l'augmentation de l'espérance de vie, donc au départ, c'est une bonne idée, mais ça a créé toute une couche de personnes âgées qui sont vulnérables, pauvres, et également qui ont des problématiques de communication. On peut communiquer. J'ai juste envoyé un SMS à mon frère en Thaïlande avant de monter sur scène, mais les adolescents dans le monde entier ont souffert de harcèlement cybernétique, mais je pense que ça n'existait pas il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on sait que les conséquences sont très graves. Donc, on a des défis sociaux et on a d'un autre côté les organisations qui, normalement, trouvaient des solutions et qui progressent à leur propre vitesse et ça ne fonctionne plus aujourd'hui. On a besoin de changer de paradigme et c'est là que l'entrepreneuriat social intervient. Il faut avoir des changements pour aller à la même vitesse que les changements et de créer des modèles qui sont innovants et durables, ce qui est un gros défi qui est à la base de l'entrepreneuriat social. Donc voilà une définition un peu plus structurée par la Fondation Schwab. Donc c'est un terme qui capture une approche unique aux problèmes économiques et sociaux qui sont multidisciplines et qui
vont au-delà des barrières et des processus. Ces 10 dernières années, les écosystèmes autour d'entrepreneuriats sociaux ont augmenté. Vous parlez d'espaces de coworking, des hubs pour les entrepreneurs sociaux, des hackathons, des solutions co-construites pour les défis sociaux, les enjeux sociaux, des accélérateurs qui rassemblent et qui amènent aussi rapidement possible les entreprises sociales au marché, et également d'autres forums qui permettent de faire se parler différents acteurs pour fonder, par exemple, les entreprises sociales dès le début pour atteindre l'objectif social. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ça la révolution de l'entrepreneuriat social? C'est juste un aperçu de ce qui se passe dans le monde depuis ces dernières années. En Europe, une entreprise sur 4 est une entreprise sociale. En Australie, il y a environ 20 000 entreprises sociales. En réalité, bien plus. Au Canada, 57% des entreprises sociales ont moins de 3 ans. En Inde, plus de 89% des entreprises sociales ont moins de 10 ans. Et au Moyen-Orient, 75% d'universités enseignent déjà l'entrepreneuriat social. Aux États-Unis, 89% des entreprises sociales ont été créées depuis 2006. Au Royaume-Uni, il y a plus de 70 000 entreprises sociales. Et au Sénégal, 80% de la population ont une activité d'entrepreneuriat social. C'est énorme. Ça montre que l'entrepreneuriat social n'est plus cette petite chose qui se passe loin dans le monde, c'est partout dans le monde. Et je dois dire que même c'est vraiment un domaine où les gens peuvent aborder les soucis les plus importants. Et nous sommes des exemples ici sur ce panel. Merci beaucoup. Nous avons donc une ouverture vers ce qu'est l'innovation sociale. On va voir des exemples. Mais Delphine, vous avez une start-up. C'est toujours une start-up ou est-ce que c'est toujours une start-up ou c'est déjà une entreprise? Donc, mon anglais n'est pas super. Je vais vous parler en français. J'attends. C'est une start-up qui s'appelle SteerUp. C'est toujours une start-up aujourd'hui. Donc, je suis entrepreneuse sociale. Une entreprise sur 4 en Europe qui est une entreprise avec un but social. Et SteerUp reste une entreprise business. Je vais prendre la petite présentation parce que j'avais oublié aussi. Donc, je présente toujours SteerUp comme une start-up business avec un impact social. C'est important parce que pour moi, le fait que ce soit une start-up business, ça assure la pérennité de l'impact social. Alors, pour la petite histoire, SteerUp a commencé il y a 2 ans sur un camp de migrants à l'île Centre. Et en fait, l'aventure a commencé par une soupe solidaire. Alors, l'aventure a commencé par une soupe parce que j'ai fait du bénévolat sur ce camp. J'ai rencontré une famille de demandeurs d'asile qui vivait sous une tente, qui était à la rue, avec une maman enceinte. Et voilà, je suis maman aussi. Et c'était juste inimaginable que ce bébé naisse à la rue. Et SteerUp a commencé à ce moment-là, puisque j'ai réussi à leur trouver un logement à prêter, parce qu'il était vacant depuis 3 ans. Et aujourd'hui, SteerUp capte des logements vacants auprès de propriétaires privés, de professionnels de l'immobilier, et les transforme en logements tremplins pour les personnes qui en ont besoin, qui sont en grande précarité avec le logement, qui sont sans abri. Voilà pourquoi l'histoire a commencé il y a 2 ans. En fait, les logements vacants, c'est un problème énorme et c'est un problème qu'on retrouve dans tous les pays du monde. En France, il y a 3 millions de logements vacants. Aux États-Unis, il y en a 20 millions. En Israël, il y en a beaucoup aussi. Et cette vacance coûte très cher à chaque propriétaire parce qu'il y a des dégradations, des taxes, etc. Et à côté de ça, quand on compare, il n'y a que 150 000 sans-abri déclarés, c'est les statistiques françaises. C'est de pire en pire. Et aujourd'hui, les appels au 115, au SAMU social pour trouver un hébergement d'urgence, en tout cas dans le Nord, il y en a 6 sur 10, au moins 6 sur 10 qui restent sans solution. Donc SteerUp, le but du jeu, c'est de trouver une solution temporaire, un tremplin à des personnes qui sont en précarité pour les aider dans leur réinsertion.
Et l'innovation de Stirrup, Stirrup c'est une start-up, c'est une plateforme qui met en relation les logements vacants, les propriétaires de logements vacants avec ceux qui en ont besoin, et qui va gérer toute la relation contractuelle. L'innovation de Stirrup, en fait, il y en a deux. La première, c'est d'utiliser une ressource qui est disponible, d'utiliser ces logements vacants, de les valoriser, de les optimiser. Je dirais même plus, le but vraiment final, c'est de les recycler pour les remettre un jour sur le marché locatif. Et la deuxième innovation, c'est d'avoir mis en place un nouvel outil juridique pour pouvoir les prêter, ces logements, qui est un contrat de prêt de logement, donc un contrat de prêt de logement vacant. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de motiver des propriétaires de logements vacants, des professionnels de l'immobilier, pour qu'ils prêtent gratuitement ces logements pendant une période tremplin de 6 mois à des personnes qui sont en grande précarité, via des associations, puisque finalement le logement tremplin, c'est qu'un moyen dans la réinsertion, c'est qu'un moyen dans l'accompagnement social qui est fait par les associations pour accompagner les personnes vers un logement pérenne. Voilà, et des petits bonhommes. Alors, aujourd'hui, Stirrup, c'est une start-up qui, donc le projet avait commencé grâce au réseau Alliance il y a un an et demi, grâce à des ateliers Sobizup, Co-créons la ville de Roubaix, où j'ai eu le déclic de pouvoir professionnaliser ce projet et de lui trouver un modèle économique. Et aujourd'hui, Stirrup, c'est une start-up qui s'est vraiment créée il y a un an, et qui a réussi à déjà mettre des personnes à l'abri. On va en être au 7e logement tremplin, donc c'est soit des familles, des réfugiés, des femmes victimes de violences qui ont été mises à l'abri, des travailleurs précaires qui travaillent mais qui dorment dans un placard, dans un hall d'entrée d'un immeuble, des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et qui sont en grande précarité. Voilà. Et tout le travail est de nouer vraiment des relations de confiance avec les associations de terrain comme la Beige, France Horizon ou encore la Sauvegarde du Nord par exemple, et de pouvoir assurer en fait du début à la fin que tout le monde travaille dans le même sens. Ça n'a pas toujours été évident parce que c'est innovant pour tout le monde, c'est innovant pour les propriétaires, mais c'est innovant aussi pour les associations. Voilà, et donc le résultat c'est ça, c'est que des bonnes nouvelles. Alors là on me voit beaucoup sur les photos. À partir de maintenant, les process sont rodés, donc il n'y a plus besoin de moi pour remettre les clés, et donc je ne serai plus sur les photos prochainement. Voilà un petit peu ce que fait Stirrup aujourd'hui. Je ne sais pas si... Excellent, and thank you also for the translation. There was a good introduction. We'll come Alors, back to merci you pour la traduction également. C'est une bonne introduction. On va revenir vers vous. Tu m'as dit tout à l'heure que tu sentais que Stirrup, c'était une offre Airbnb pour les sans-abri. Okay. Je ne voulais pas le dire, le mot Airbnb, mais voilà, c'est dit, j'ai essayé d'éviter. Oui, le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est que Stirrup devienne un genre de Airbnb, en tout cas une plateforme de mise en relation, et de pouvoir passer les frontières, parce que la problématique et des logements vacants et du sans-abrisme, elle est partout. Et franchir les frontières, c'est possible en scalant et en devenant une plateforme comme Airbnb. Voilà. Très bien. Donc, le troisième intervenant, c'était Emiliano qui vient du Mexique, qui a commencé une start-up sur le tourisme. Le tourisme, c'est aujourd'hui la plus grosse industrie dans le monde entier. Et ça a un impact environnemental énorme, dont on entend beaucoup parler, et également un impact social important. Dans certains cas, cela peut aider l'économie locale. Dans beaucoup de cas, ça fait l'inverse. Et même fait que l'endroit a perdu son authenticité. Donc, Emiliano, essaie de faire quelque chose et je vais te laisser expliquer la problématique et ensuite on parlera de la solution. Donc, je m'appelle Emiliano, je viens du Mexique et je pense qu'en cette première partie, je vais plus vous parler du problème qu'on essaie de résoudre dans notre association et j'aimerais vous parler de deux femmes qui habitent dans les montagnes du Mexique, qui est l'État
donc des sculptures que vous voyez dans les rues de Lille, donc je suis très content de ça. Et pendant beaucoup d'années, le but c'était de faire du charbon de bois et de le vendre sur le marché comme combustible. Et voilà ce que faisaient ces gens, et c'est comme ça qu'ils faisaient de l'argent. Et en fait, il y a 10 ans, la plupart des hommes sont partis aux États-Unis puisqu'il n'y avait plus de ressources. Donc la plupart des gens qui restent sont des femmes et des enfants. Donc ils ont formé un groupe de femmes et essaient de voir comment est-ce qu'on peut développer de façon durable sans faire de mal aux ressources naturelles que nous avons toujours dans notre communauté. Et ils ont eu 2 idées. Le premier, c'était de planter des agaves pour faire de l'alcool, le mezcal, et de le vendre, et également de protéger les sols, et également de recevoir des touristes qui resteraient dans leur communauté et voir le travail qu'ils font et avoir une super expérience avec des chutes d'eau et des forêts incroyables. Donc ils ont lancé ça, elles ont lancé ça, et en fait, au début, personne n'est venu. Quand j'ai rencontré ces 2 femmes, ça faisait 3 ans depuis le début du projet et personne n'était venu chez elles. Et c'est très critique parce que ce n'est pas un cas isolé, c'est comme ça. Il y a là 2700 initiatives touristiques qui ne réussissent pas parce que personne n'y va. Donc au Mexique, il y a 38 millions de touristes qui viennent, et la France étant l'un des pays d'origine de la plupart des touristes, et la plupart recherchent des expériences authentiques. Et on a 5,4 millions de populations indigènes qui ont été forcés d'immigrer vers les États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'emploi localement. Donc la plupart des voyageurs qui arrivent et sont dans des endroits comme ça, et la plupart des gens locaux font ça, un boulot comme ça. Alors bien qu'ils aient la nature, la culture, les talents locaux et les infrastructures pour héberger ces gens, et bien qu'ils aient reçu des milliards de dollars pour développer des projets écotouristiques, ça ne marche pas parce qu'il faut toujours vendre. Il faut avoir des réservations faciles, un bon service client et pouvoir supporter des retards de paiement. La plupart des plateformes ne paient pas, paient juste avant ou alors à la fin du séjour. Donc il faut avoir un fonds de roulement pour pouvoir travailler, ce qui est un gros obstacle pour des communautés qui n'ont même pas de ressources. Donc c'est pour ça que 75% des communautés locales indigènes font face à des échecs. Et 45 milliards d'opportunités de marché est gâché. Et c'est ce qu'on fait. Nous sommes une plateforme qui connecte ces populations indigènes avec des voyageurs du monde entier. Donc, en fait, on donne le pouvoir à des jeunes de devenir des entrepreneurs touristes dans leur propre pays. Donc, quel est le but de Rootopia? Donc, en fait, c'est Route. Donc, c'est comme un voyage utopique, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? N'hésitez pas. Question, commentaire? Donc, allez-y. Est-ce qu'on a un micro pour cette personne? J'ai interrompu. On a commencé trop tôt, c'est ça? Mais je pensais que ce serait peut-être bien de faire maintenant. Donc, on était parti dans l'ambiance. Donc, OK. Bonjour, Michel Pourcy, l'Afro-News. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé... Alors, ma question, c'est pour madame. Vous avez posé une question... vous avez présenté votre plateforme, qui est une belle initiative que je salue, et également la plupart des plateformes que je vois ici. Et il y a une question qui me vient, surtout pour votre plateforme. Quel est le modèle économique? Parce qu'effectivement... c'est bien de pouvoir, porter assistance à autrui et autres, mais vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, il y a l'aspect argent. Comment ça se finance, ça? Et c'est ça le problème de la plupart des startups.
Et j'ajouterais encore à cette question, allons davantage dans le sens de l'innovation dans cette plateforme. Comment est-ce que c'était avant et comment est-ce que c'est maintenant pour aider les SDF dans ce stir-up? Je vais répondre à votre question en même temps. Avant stir-up, et aujourd'hui les associations, elles mettent à l'abri déjà, elles n'ont pas attendu stir-up pour mettre à l'abri des gens, bien évidemment. Ce n'est pas toujours des solutions idéales dans des centres d'hébergement d'urgence, par exemple, où des fois il n'y a pas de solution. Et elles ont une démarche d'investissement patrimonial. Elles doivent acheter ou louer des immeubles, des hôtels, pour pouvoir mettre à l'abri des gens. Donc ça, c'était avant stir-up. Et aujourd'hui, moi, les propriétaires prêtent gratuitement, via stir-up, leur logement. Donc ça, c'est la première innovation. Ça va répondre en même temps à votre question. Les propriétaires qui prêtent gratuitement leurs biens, leurs logements vacants aux associations, c'est la même chose que si vous faisiez un don en nature à une association d'intérêt général. Donc ces propriétaires-là, ils vont pouvoir défiscaliser le montant d'un équivalent de loyer pour ce logement. Donc eux vont gagner de l'argent. Donc comme les propriétaires vont gagner de l'argent, et ben stir-up va gagner de l'argent. Stir-up, c'est un chasseur de coûts, un cost killer. Et à chaque fois que quelqu'un va gagner de l'argent, stir-up va en prendre une partie. En fait, on va prendre une commission, on va facturer tous les mois une prestation pour donner accès à ces propriétaires de logements vacants à cette solution de défiscalisation solidaire. Donc ils prêtent gratuitement et en plus ils payent stir-up, mais ils gagnent encore beaucoup d'argent. Donc ça, c'est une innovation. Le fait qu'ils prêtent gratuitement, cette innovation permet en fait d'avoir un modèle économique auprès des propriétaires. Ensuite, la deuxième innovation, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance en France, et ça se fait dans d'autres pays, sur le principe des social bonds. On est en train de mettre en place un contrat à impact social. Le principe, c'est toujours un peu le principe du chasseur de coûts, du cost killer. On va faire économiser à la collectivité, à un ministère, une somme importante, par exemple, par rapport à l'hébergement, par rapport au paiement des nuitées d'hôtel pour les personnes qui vont être mises à l'abri, puisqu'en fait, elles sont mises à l'abri gratuitement avec stir-up. Et on va passer un contrat avec le gouvernement. Et on va venir se rémunérer également sur cette économie, en fait. Stir-up, finalement, va devenir un prestataire de la collectivité, du gouvernement, mais au succès, au résultat. Et donc ça, c'est aussi une part importante du modèle économique, parce que si je gagne 600, si stir-up gagne 600 d'un côté avec un propriétaire, il va gagner 8 fois plus avec le contrat impact social. Voilà. Very impressive indeed. And donc, ce que vous voulez dire, c'est que tous ces appartements étaient vides. Les propriétaires devaient payer les taxes parce que c'est comme ça. Et donc, vous faites de cet argent qui n'a pas été utilisé en solution pour les SDF. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, alors il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, stir-up s'adresse aux professionnels de l'immobilier qui gardent ces logements vacants parce qu'ils ils ont besoin de les garder vacants parce qu'ils envisagent des transactions immobilières. Et pour optimiser une transaction immobilière, il faut que ces logements soient vacants parce que c'est plus facile, plus rapide et mieux valorisé à la vente. Et également, je travaille avec un nouveau partenaire immobilier qui est le groupe Sergic, un groupe français connu, qui prête aussi des logements dans des résidences-services parce qu'ils savent à l'avance que sur l'année, ils vont avoir des problèmes de remplissage, de rotation. Donc là, ils connaissent les problématiques de rotation et ils me prêtent d'avance des logements aussi. Et sur le même système, eux ne veulent pas spécialement que les logements soient vacants, mais voilà, c'est un calcul d'avance, c'est un peu comme du yield management avec les compagnies aériennes. Comme ça, ils optimisent le remplissage de leur résidence et ils rendent service.
Très bien, on y reviendra un petit peu plus tard. L'organisation s'appelle BeUp. J'imagine que tu passes beaucoup de temps à faire quelque chose. Maintenant, ça fait 2 ans, 2 ans. Oui, j'étais dans l'équipe de financement. On existe depuis 3 ans. Donc, ça s'appelle Kefelet. En hébreu, nous pensons que les entrepreneurs doivent mettre de l'argent à la disposition de la société. Nous sommes une des organisations qui s'occupe du développement des services sociaux en Israël. Nous en avons un qui fait partie d'une branche nationale, mais nous avons un programme pour les personnes les plus vulnérables pour combler les problèmes, pour combler les fossés sociaux. Et donc, à un certain moment, nous avons vu qu'il y avait une possibilité d'entrepreneuriat. Ils n'ont pas toujours la bonne connaissance, alors ils ont décidé d'ouvrir une plateforme d'innovation pour les entrepreneurs sociaux avec des idées innovatrices, et cela pour aider les entreprises à arriver à un certain niveau qui leur permettra de travailler. Donc, aujourd'hui, Kefelet est une entreprise qui s'occupe des grands défis sociaux, comme par exemple amélioration des statuts des personnes âgées dans la société, développer des services pour les enfants, les adolescents ou les jeunes à risque, et donner de l'emploi pour casser le phénomène du chômage et de la pauvreté, et aussi, surtout, combler les lacunes. Donc ça, ce sont les grands défis, et nous sommes entrepreneurs dans ce domaine où nous voulons les aider également à se développer. Donc, ils veulent vraiment être là pour tout le cycle de vie de l'entreprise, parce que quand on regarde ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de programmes, mais il y en a beaucoup qui ne permettent pas à des entreprises de savoir exactement ce qu'elles ont à faire et pas tomber entre deux chaises. Donc, nous exposons les gens à des possibilités d'entrepreneuriat, et ensuite, nous prenons des entrepreneurs qui existent et nous les relions à d'autres défis sociaux, et par l'accélération, nous prenons encore d'autres entreprises existantes et puis nous les développons encore, et puis cela jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain niveau. Donc, on est là pour tout l'ensemble du cycle de vie. Et puis, nous avons un programme Flexi qui permet de savoir exactement où on en est. Donc, imaginez qu'il y ait une entreprise et au début, elle essaye de véritablement encourager les activités à un certain niveau. Donc, ils ont un programme de 4 mois, 2 fois par semaine et 2 jours complets. Et puis, nous avons un programme à plus long terme où ils peuvent déterminer leur concept. On les relie avec les meilleurs professionnels dans ce domaine, et on les relie également à la population cible pour qu'ils puissent tester l'entreprise. Et finalement, ce que nous finançons également, c'est un certain nombre d'entreprises lorsqu'ils lancent des projets à grande échelle. Donc, on doit absolument à ce moment-là les amener à l'étape suivante. Et nous avons vu qu'une fois que l'entreprise a des plans de travail, il est très difficile pour ces entreprises de trouver l'argent, parce que parfois ils n'ont pas cet argent qui est un risque. Donc, on les aide à créer un plan de travail plus professionnel, mais en même temps, on les aide à avoir de l'expérience. Nous
Donc, voilà ce que nous faisons. Voilà un certain nombre d'activités que nous faisons. Et voilà les chiffres. Pour l'instant, nous avons 2500 membres de communauté. Ce sont des entrepreneurs sociaux. C'est la plus grande communauté d'entrepreneurs sociaux en Israël. Nous avons 25 réunions que nous avons avec des entrepreneurs par mois. Nous travaillons sur des programmes de diversité pour créer davantage d'entrepreneurs. En Israël, nous avons 31 diplômés de l'accélérateur et pour l'instant, il y en a 14 qui ont reçu des financements et nous aidons des marathons avec plus de 2000 participants. Je pense qu'on pourrait peut-être en parler des succès, mais après. Oui, on parlera des succès après. Mais je voudrais quand même vous demander ici encore, qu'est-ce qui a changé en termes d'innovation sociale? Si on regarde les choses avec les yeux de la sécurité sociale ou de l'environnement ou du gouvernement, ils cherchent toujours des solutions pour pousser les solutions à des problèmes sociaux. Donc, est-ce que vous pouvez vraiment nous dire comment vous êtes vu par le gouvernement? Est-ce que vous voyez un changement d'esprit, les gens qui prennent des décisions ou qui financent au gouvernement? Comment est-ce qu'ils vous voient? Je dirais nos organisations ne peuvent plus ignorer ce lien. Donc, je pense que c'est très important. Deux des grandes organisations qui ont cette organisation, les connaissances et les capacités, ouvrent leurs portes et disent « Nous voulons être là aussi et aider ces entreprises. » Et nous, à ce moment-là, nous faisons seulement notre rôle, mais je pense qu'à la suite de nos activités, par exemple, ce qu'on essaye de faire, c'est atteindre ou toucher les gouvernements, les ministères et les grandes entreprises pour voir comment ils peuvent aussi apporter leur écho pour des services sociaux qui sont apportés par le gouvernement. Donc, l'un des exemples, c'est que maintenant nous avons un lien avec le ministère du Bien-être en Israël et nous avons là eu des réunions avec les entrepreneurs. Ils ont regardé quel était le potentiel de ce modèle et ils ont commencé à établir un comité gouvernemental auquel j'appartiens également. Et le but est d'examiner comment les entrepreneurs sociaux peuvent se relier au gouvernement. Et franchement, j'en suis très fière parce que ça fait longtemps qu'on travaille avec le ministère de la Santé et du bien-être, et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Maintenant, l'ensemble de l'écosystème reconnaît l'entrepreneuriat social. Voilà un exemple d'un autre domaine. Nous avons eu également un collègue indien à un colloque en Israël et il a parlé de la manière de réfléchir actuelle, la nouvelle manière de réfléchir, comment on peut amener quelque chose à la communauté, c'est créer une sorte de grille nationale. Et une grille nationale, c'est toujours difficile. Ils disent en Inde, c'est très difficile et ça peut même être encore plus compliqué en raison d'un certain nombre de problèmes. Et si vous avez des gens qui n'ont pas d'eau, il faut changer les choses, il faut changer son état d'esprit et dire, bon, d'accord, ne créons pas une grille, réfléchissons plutôt à des solutions. Tout le monde peut mettre dans les maisons de l'eau fraîche. Et tout d'un coup, vous avez un scénario qui est complètement différent pour savoir comment résoudre le problème de l'eau. Et ça peut être moins compliqué à réaliser parce que vous n'avez pas besoin de toutes ces grilles nationales très compliquées. Donc, ce que vous vous dites, c'est que le gouvernement va essayer de faire quelque chose de plus local et en coopération avec les autres. Emiliano, on a parlé du tourisme et tu nous as parlé du problème d'ouvrir une nouvelle expérience, mais personne ne vient. Alors, avec ton aide, peut-être que les gens viennent maintenant. Alors, parle-nous de cela. Oui.
Rutopia est une plateforme où on essaye d'avoir des touristes du monde entier. Alors, la première chose qu'on fait, c'est établir ce qu'on appelle les Ruto Hubs, c'est-à-dire qu'on crée des groupes de travail avec les communautés. Ils ont un certain nombre d'activités économiques dans leur communauté. Et puis, nous avons des ateliers où on s'assure qu'ils ont des expériences qui sont intégrées, qui sont uniques, qui sont sûres et qu'ils sont exclusifs. Parce que ce sont des choses qui sont très importantes. Ils doivent pouvoir offrir un tout au tourisme. Alors, nous nous occupons de tout ce qui est la vente, parce qu'il y a beaucoup de barrières pour eux pour avoir des liens, par exemple, avec TripAdvisor ou d'autres, parce qu'ils doivent payer pour un logiciel de réservation, ils doivent avoir un service à la clientèle en au moins 2 langues, et ils doivent avoir des facilités, des possibilités de paiement. Donc, ça veut dire que ça fait des coûts d'exploitation mensuels qui sont assez élevés. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas avoir accès à ce marché. C'est impossible pour eux. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on offre tout cela et nous faisons de ces coûts quelque chose de viable. Ils ne payent que s'ils vendent. Et c'est vrai pour chacune des réservations. Nous prenons une commission de 20% que paye le voyageur en plus de ce qu'il doit payer pour la chambre. Et c'est important parce que nous changeons le paradigme. Parce qu'en général, dans un pays comme le Mexique, ce sont des opérateurs externes qui prennent des gens et ça enlève déjà à peu près 90% de la valeur. Nous n'avons à peu près que 10% des bénéfices. Comme ça, nous pouvons gérer nous-mêmes notre outil et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une plus grande partie de la chaîne de valeur. Nous pouvons, si nous avons 3000... Non, pardon. Non, si nous avons ne serait-ce que 20 voyageurs par mois, nous avons 3000 dollars de recettes. Donc, nous travaillons avec toute cette communauté et cela permet d'avoir 140 nouveaux emplois et pour les jeunes. Et après 3 ans que nous travaillons, nous avons finalement le financement. Nous avons eu un financement de la Fondation Bill Clinton. Avec ce financement et l'aide du gouvernement mexicain, nous allons avoir 252 communautés qui vont pouvoir travailler avec nous. Et nous avons l'intention également de travailler en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Nous avons maintenant notre première communauté en Colombie, pardon. Et donc, c'est déjà un bon départ. Une autre chose, c'est que nous nous sommes rendus compte que si nous voulons véritablement bien travailler, nous devons travailler avec les leaders dans le domaine des liens en matière de voyage. Maintenant, nous avons des contacts avec Airbnb où ils utilisent également notre expérience dans des programmes avec notre permission et nous avons leur permission. Donc, ça nous permet de travailler ainsi avec eux. Voilà, donc, je voudrais dire quelques mots à propos de l'impact, parce que c'est important de voir que lorsque ces communautés, ces jeunes des communautés ont un revenu et une reconnaissance pour garder la nature, à ce moment-là, il y a un véritable investissement dans la protection de la nature et une régénération de l'écosystème. Et donc, c'est également un impact que nous voulons avoir, et c'est la raison pour laquelle nous le faisons. La question aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'un voyage bioculturel est possible parce que le marché existe, les communautés sont prêtes, elles ont tout ce qu'elles veulent. Et nous avons une méthode pour profiter de cela et en faire une véritable entreprise. Alors maintenant, qui est-ce qui vient au Mexique? Mais dites-nous combien de visiteurs jusqu'à présent, dans le village dont vous avez parlé au début. Tu avais dit d'abord qu'il y en avait un où personne n'était venu. Alors maintenant, oui, maintenant là, je pense que maintenant, il y a eu à peu près 200 visiteurs.
Et je pense qu'ici encore, ce qui est unique, c'est que vous pouvez travailler avec les deux côtés. Vous devez avoir la confiance des deux côtés en termes de Airbnb, TripAdvisor, toutes ces entreprises méga globales. Donc, d'une certaine manière, on ne les comprend pas toujours bien. Elles changent un petit peu le tourisme mondial. Et donc, tu travailles également avec les communautés locales qui peuvent ainsi garder leur propre identité, mais en même temps ouvrir une offre qui est complètement différente et une expérience complètement différente. Je pense que nous tous, nous pouvons véritablement rechercher quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas le tourisme qui sort des bus avec leur chemise à fleurs, ils veulent être reçus comme à Hawaï. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus authentique, unique, etc. Oui, on appelle cela des voyages bioculturels. Bioculturels, c'est l'essence même. Vous devez vraiment vous assurer que tout est local. Il y a 4 dimensions sur lesquelles c'est basé. D'abord, le corps. Il faut avoir une activité physique. Ils vont dans la forêt, ils vont nager dans les chutes d'eau. Il y a également la langue. Ensuite, il y a les sentiments. Il y a toujours une connexion, une émotion. Ce n'est pas simplement un client et un autre. C'est un type qui devient votre ami, qui apprend à connaître la famille. C'est très important. Vous n'allez pas aller les aider. Non, vous avez un service et vous montrez que vous acceptez ce service et vous comprenez que cela a une valeur. Donc, vous avez un certain nombre de possibilités. Là, je pense que vous pouvez tous... Bon, il y a aussi, bien sûr, le langage corporel, les mouvements de l'émotion. Alors, il y a des commentaires, des questions. Il y en a 2 là. Je vais parler français. Je pense que ce sera plus facile, pour moi en tout cas. Déjà, je voudrais vous remercier tous les 4 parce que c'est assez fascinant de voir toutes ces idées d'entrepreneuriat dans le monde social et à quel point ça peut prendre des proportions intéressantes. Vous avez démarré la conférence tout à l'heure en parlant de 3 crises majeures. Vous avez dit climate change, inequality, trust. Je relis ça, moi, à mes lectures de Félix Guattari, qui est un philosophe français du XXe siècle, qui a écrit sur les 3 écologies. L'écologie, bien sûr, de l'environnement, l'écologie de la nature, l'écologie sociale, on est quelque part en plein dedans. Et il y a une 3e écologie qui est l'écologie mentale, qui aujourd'hui me semble relativement peu adressée par le monde de l'entreprise, un peu trop adressée, mais pas toujours avec les bonnes forces et les bonnes énergies par le monde politique. Et aujourd'hui, je suis assez préoccupé, et j'aimerais m'engager en tout cas, dans la disruption des modèles de manière à essayer d'investir ce champ de l'écologie mentale. Est-ce que vous connaissez, c'est ça ma question, pour l'un d'entre vous, est-ce que vous connaissez des entreprises, des entrepreneurs, des startups qui sont dans ce domaine de l'écologie mentale? Peut-être que je relierai bien sûr au mot « trust » que vous avez dit tout à l'heure. Et si vous en connaissez, quels exemples vous pourriez donner? Et est-ce que pour vous c'est un sujet relevant, enfin un sujet pertinent de penser à ça? Parce que si on sauve l'économie, si on sauve l'environnement, est-ce que l'homme qui vit dans tout ça mérite aussi et fait tout ce qu'il faut pour rester un élément, on va dire, digne de tout ça? Voilà. Thank you. Let's take the second question. On va prendre la 2e question et puis on va aller peut-être revenir vers vous pour plus de clarification. On va entendre la 2e question tout d'abord. Et sentez-vous libre de parler en français ou en anglais comme vous le souhaitez. La question est directement pour Emiliano. Je voulais savoir, en fait,
Si vous êtes voyageur, vous voulez acheter un séjour, vous, est-ce que je dois m'accommoder des choses que vous offrent ou est-ce que vous avez des packages et combien de temps est-ce que dure le package? Vous en parlez. La façon de vous en parler, il faut aller apprendre, acheter, faire l'expérience. Donc, j'ai l'impression que c'est vous qui choisissez et pas le voyageur qui choisit l'expérience. Et c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous pensez serait un séjour raisonnable? Je dirais qu'une semaine, ouais. Ce serait bien. Et je pense que s'il y a une façon de savoir, de connaître 2 ou 3 communautés au Mexique qui sont... Est-ce que, par exemple, si je traverse l'Atlantique pour aller au Mexique, je ne veux peut-être pas m'arrêter dans une ville, je veux peut-être aller dans différents villages et peut-être apprendre davantage. Je ne sais pas si vous avez eu sur le package. Donc, Emiliano, on va commencer. Est-ce qu'une semaine est raisonnable? Est-ce qu'on peut faire une semaine ou moins? Oui, bien sûr, on peut faire ça. Merci de la question. Ça me donne l'occasion de parler de comment est-ce qu'on fait ça en pratique. Je suis d'accord avec toi. Et on choisit les packages pour les gens parce qu'on doit, Routopia.com, on a 12 communautés et plein de packages différents. Mais on peut également trouver des routes qui couvrent différentes régions du Mexique. Donc je pense que le défi qu'on a à l'heure actuelle pour développer davantage, c'est qu'on parle de routes où on ne donne que des détails sur comment passer d'un endroit à l'autre. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont des sacs à dos, mais des gens qui veulent avoir plus d'outils traditionnels d'aller d'un endroit à l'autre. Et les coûts fixes pour ça sont très élevés. Donc il faut le faire pour des grands groupes et c'est un peu le défi qu'on a à l'heure actuelle. Mais si vous voulez faire des randonnées sac à dos, on a une fille qui est française, c'est-à-dire qui est passée dans 3 communautés différentes au Mexique, donc c'est tout à fait faisable, tout à fait. J'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement dans la façon dont on voit le tourisme, et je pense que ça c'est relié aux problèmes environnementaux de prendre l'avion rapidement, mais d'un côté également très producteur de pollution. Alors, si on revenait à la première question, je pense qui est un vrai défi, est-ce qu'il y a des réflexions de votre part? Ou est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de clarification en termes de questions? Est-ce que peut-être, est-ce qu'on pourrait peut-être reprendre le micro? Peut-être que c'était un problème de traduction, mais ça a été traduit comme étant... Non, c'était pas. Ouais, c'est ce que je pensais. L'écologie de l'esprit, c'est-à-dire qu'on a eu ce matin avec Bertrand Piccard, on a eu des exemples très inspirants d'écologie de l'environnement et des démarches très fortes avec les 1000 projets à impact. On a cet après-midi des exemples très inspirants, très réussis, je trouve, d'écologie sociale, où on va recréer du lien et créer de la valeur économique en créant du lien social. Mais par ailleurs, il y a une troisième écologie qui est celle de la confiance, de trust, qui est l'écologie de l'esprit, qui est pour moi aujourd'hui celle qui provoque, malheureusement parce qu'elle dysfonctionne, la montée des populismes. Et si les populismes nous produisent ce qu'ils produisent depuis quelques années, de manière répétitive, alors on risque de perdre le bénéfice des autres écologies qu'on met en place. Et donc ma question c'est, est-ce que vous connaissez des entrepreneurs ou des entreprises qui investissent ce champ-là, that would address this trust question? Je pense que c'est une question très importante. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous connaît? La réponse immédiate, c'est de penser les startups en Israël qui essaient de travailler contre les fake news et qui essaient de vous donner de meilleures informations, mais je ne pense pas qu'elle répondrait vraiment à cette question qui est très important, méga important en termes de populisme et
de la façon dont on a l'impression qu'on ne peut pas vraiment entièrement comprendre la raison cachée de ce qu'on voit. Est-ce que quelqu'un essaie de nous manipuler? Donc, on va laisser ça ouvert et on va ouvrir quelques réflexions du public. Et je vais voir si j'ai des réponses. Je pense que peut-être l'une des réponses à cela, qui n'est pas une réponse exhaustive, je suis d'accord, c'est que peut-être ce serait l'une des directions dans lesquelles il faudra aller pour gérer ce problème. C'est peut-être, dans certains cas, réfléchir à moins de ce modèle centralisé. Si on continue à revenir à cet exemple que j'ai donné sur le réseau de fourniture d'eau, quelqu'un doit le construire. Ensuite, a besoin d'un financement énorme pour construire ce réseau. Quelqu'un a besoin d'une grosse entreprise pour maintenir tout ça. Et donc, toutes les étapes, cette méthode de travail qui, à chaque fois, peuvent lier à des financements, où est-ce que les gens, d'où vient le financement et où est-ce que les gens sont employés. Si on arrive à avoir une innovation qui peut-être va casser ce réseau en petites actions qu'on puisse chacun faire, dans ce cas-là, on reprend le contrôle et on a toujours ce dont on a besoin, l'eau potable. Mais c'est peut-être, ça réduit les problèmes de manipulation et de corruption. Je pense que ça peut être une ouverture à la réponse. Et de nouveau, je vous invite tous à y réfléchir et peut-être faire des commentaires tout à l'heure. J'aimerais... on va prendre votre question également. Ce n'est pas une question, mais c'est une réaction à cette question de l'écologie mentale. Il me semble que l'écologie mentale, ça pourrait être ce qu'on appelle le développement personnel. C'est-à-dire cette démarche par laquelle chacun peut réaliser qu'il est l'initiateur en lui-même de tous les changements qui vont avoir lieu autour de lui. Et effectivement, en tant que life coach, il y a une problématique politique. Comment est-ce qu'on peut amener le développement personnel dans un système plus large, sans virer à la secte? C'est une vraie question et c'est effectivement la question des startups pour de l'écologie mentale. Yeah, absolutely. Good. Another, okay, go ahead. Tout à fait, oui. J'ai une question pour Emiliano et peut-être une réaction rapide. Vous avez demandé des exemples de l'écologie mentale et des soucis et peut-être pour les problématiques de relations entre personnes. Je ne veux pas peut-être parler tout à l'heure de ce dont je fais. Donc, c'est le but, évidemment. Moi, j'améliore les relations sociales en invitant les gens à se prêter des équipements sportifs ou l'un à l'autre gratuitement. C'est très important pour l'importance. Emiliano, je me posais la question, est-ce que tu as commencé à gérer la question si je prends un gars, un Français, qui va au Mexique et qui revient dans un avion? C'est environ une année de chauffage en termes d'énergie. Donc, ce que tu fais, c'est très positif, bien sûr. Hein, ne te trompe pas là-dessus. Est-ce que tu as déjà réfléchi comment est-ce qu'on peut compenser et comment est-ce qu'on peut inspirer également dans d'autres endroits plus près de chez nous, plus près de l'Europe, par exemple? Merci pour cette question. Oui, je pense que c'est très important. Je suis ingénieur environnemental et le projet a commencé comme ça. Comment est-ce qu'on peut compenser l'empreinte carbone de nos voyageurs? Notre hypothèse, c'est que
le voyage va toujours exister, mais quand ils arrivent dans la destination, ils puissent avoir un impact positif. Parce que l'idée, c'est qu'on a différents mécanismes, et je vais donner juste un exemple. Pour 3 communes avec lesquelles on travaille dans le Chiapas, dans chaque projet, si on veut devenir actionnaire dans ce projet, il faut dire combien de la jungle est à vous et comment est-ce qu'on va le protéger pour bénéficier de ces revenus. Donc on parle d'hôtels 4 étoiles fondés par le gouvernement, financés par le gouvernement, et ils doivent montrer quelle protection de la jungle ils peuvent faire. Dans d'autres cas, par exemple de l'Oaxaca, dans ce cas, par exemple, 30% de leurs revenus sont donnés directement pour la récupération du sol pour faire pousser des agaves. Donc, ce que je veux dire, c'est dans chacune des nouvelles destinations qu'on active, on prend toujours en compte qu'il y a un impact positif. Et l'une de nos mesures, c'est est-ce que ça a plus d'un impact neutre ou est-ce que... Et l'autre chose qui est importante, c'est que on veut plus de la qualité que de la quantité. Si on a une destination qui a beaucoup de demandes, si on a besoin de 100 ou 200 personnes, on va commencer à faire une expérience plus premium où le prix est supérieur pour que l'empreinte carbone reste la même. J'ajouterais à ça que d'une façon ou d'une autre, ça demande plus de voyageurs conscients. Donc cette personne, au départ, au lieu de dire, va commencer à réfléchir davantage si ce voyage, est-ce que ça vaut le coup? Il ou elle va essayer de compenser ce voyage et peut-être que ces personnes vont également, si je veux aller sur la plage, peut-être que je vais prendre le train. Si je veux aller jusqu'au Mexique, peut-être faire quelque chose de plus puissant. C'est la connexion, l'interconnexion qui est plus intéressant. Avant de prendre une autre réponse, j'aimerais revenir vers toi, Delphine, et connecter les choses, relier les choses. Quand on travaille, quand on en parle, tu as dit quelque chose que peut-être que Stirrup pourrait aider également avec l'immigration. Et c'est quelque chose que peut-être qui se relie, je pense, à l'écologie mentale, qui est quelque chose qui divise les pays en Europe et qui fait naître beaucoup d'opportunités pour le populisme de se développer. Et si on prenait Stirrup et qu'on veut dire, on se projette dans 10 ans, quand Stirrup devient une entreprise mondiale, comment est-ce que ça va pouvoir aider dans ce domaine-là? Effectivement, Stirrup pourrait, et d'ailleurs, j'espère que dans 10 ans, il n'y aura plus de problème de sans-abrisme en France, qu'on aura été vers le logement d'abord, le housing first. Et oui, Stirrup peut répondre à ces problématiques, puisque le fait de pouvoir mobiliser des logements, des bâtiments vacants rapidement, presque gratuitement, sur des territoires, ça peut répondre évidemment à la question de l'immigration. Les premiers exemples montrent déjà, puisqu'on répond en urgence à des personnes qui viennent en France déjà, qui sont réfugiés, qui viennent directement de camps de réfugiés dans des pays en guerre. Et ça pourrait aussi répondre à des endroits où il y a même des catastrophes naturelles, où les gens doivent bouger rapidement, où c'est contraignant, c'est pas sécurisant de construire des camps de réfugiés climatiques ou de réfugiés de guerre. Et oui, c'est une solution pour répondre à ces problématiques partout dans le monde dans 10 ans. On peut le faire déjà aujourd'hui en France, en Europe. Et ça permet de trouver une solution pérenne. On parlait de start-up qui travaillent sur le côté mental. Mais c'est tout à fait ça. Ce que Stirrup apporte, c'est un toit. Aujourd'hui, le logement, c'est la base pour pouvoir travailler sur tout le reste. Donc ça rejoint un petit peu la question que monsieur posait. Aujourd'hui, quelqu'un qui passe sa journée, que ce soit à cause d'une catastrophe naturelle ou d'un accident de vie, d'un problème même psychique, psychologique ou autre, qui passe sa journée à savoir ce qu'il va manger la journée, où il va dormir le soir,
même s'il a un travail, même s'il fait des études, il va être bloqué dans tout le reste de son développement social, personnel, économique. Et donc, effectivement, j'espère que dans 10 ans, Stirrup pourrait être une réponse, enfin, pas instantanée, mais quasi instantanée, sera un réflexe pour mettre à l'abri massivement des gens en toute sécurité sur une période transitoire, sur une passerelle. Donc c'est vraiment c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Gilly, avant qu'on prenne la question suivante, en prenant des exemples supplémentaires sur les nouvelles startups qui ont trouvé des solutions aux problèmes sociaux, on a les sans-abri, on a le tourisme écologique et on a entendu davantage, mais est-ce que tu pourrais donner d'autres exemples peut-être sur les méga problématiques sociales dont tu as parlé tout à l'heure? Je vais vous raconter l'histoire d'Israël. Je parle toujours de l'histoire des entrepreneurs parce qu'il y a des success stories. Quand nous avons ouvert la première proposition pour notre programme d'accélérateur, on a fait une sorte de roadshow en Israël pour expliquer aux entrepreneurs quel était le programme. Et à la fin de l'un des événements, quelqu'un est venu me voir et il m'a dit « Bonjour, mon nom est Israël, j'ai 57 ans. » C'est exactement ça. J'ai 57 ans, je suis autodidacte, je n'ai jamais étudié dans un cadre formel. Je me suis jamais appelé entrepreneur social, mais j'ai cette idée et je travaille dessus, donc qui pourrait vraiment améliorer la vie des gens avec des handicaps mentaux. Et je me demandais si le programme pourrait m'aller. Et je lui ai dit, faites votre dossier. Et puis finalement, il a été choisi comme étant l'une des 16 entreprises qui ont été acceptées sur 200 qui ont présenté un dossier. Et pendant 4 mois, on a travaillé avec lui et faire du mentorat. C'est l'un des meilleurs professionnels pour les gens qui ont des soucis de santé mentaux. Et également, il est connu comme entrepreneur. Et également, il a d'autres programmes. Il fait partie. À la fin, il a écrit un plan de travail. Il a juste besoin de financement. Il a défini des environnements de réalité virtuelle qui vont faire partie du traitement des handicapés mentaux pour mieux les intégrer dans la communauté et leur aider à pratiquer des routines quotidiennes, comment s'habiller pour le travail, prendre le bus, des choses qui sont tout ordinaires pour nous, mais qui demandaient de la pratique pour les gens qui étaient en hôpital psychiatrique. Et l'idée, c'est qu'il y avait des volontaires qui prenaient le bus avec eux, qui faisaient des rapports, et voilà comment ils les traitent. Et il m'a dit, tu sais quoi, on va essayer d'utiliser la réalité virtuelle et certains des déclencheurs dont ils ont besoin de travailler. Et ensuite, on peut faire les mêmes situations, exactement la même, de nouveau, tous les semaines, voir s'ils s'améliorent, voir comment la personne se comporte dans la même situation dans différentes échelles de temps. Comme je l'ai dit, il avait un super plan, mais n'avait pas le financement pour commencer et développer l'environnement de réalité virtuelle. Donc, ce qu'il a fait, c'est une proposition pour un pilote de grande taille. On lui a donné 50 000 € de bourse et on a pu le mettre en relation grâce à nos mentors avec le ministère de la Santé. Et ainsi, il a pu être en contact avec la plus grosse ONG et il a pu former leurs professionnels, voire pour utiliser l'environnement virtuel. Et il a réussi à travailler avec 30 patients. Et quand il a eu terminé, c'était il y a 2 mois, 3 des plus grands hôpitaux psychiatriques d'Israël voulaient travailler avec lui et il travaille avec les 3 grâce à l'expérience qu'il a eue dans le pilote. Et je pense qu'il a réussi, oui, il commence déjà à voir comment faire une expansion internationale. Donc c'est vraiment une success story parce que ça vient d'Israël. Et il est venu me voir à la fin de l'événement, il avait aucune confiance en lui. Et aujourd'hui, il parle de son modèle sur des scènes internationales et les gens le contactent pour mettre en place sa technologie virtuelle. Et du fait de l'entreprise également, ça change complètement les choses, la façon dont on gère les gens qui ont un handicap mental. Et quand on peut
créer une entreprise et la développer, c'est le changement énorme que ça apporte. Et combien de ces 30 participants qui ont utilisé la réalité virtuelle, quel a été le changement chez eux? On a vu de l'amélioration sur plus de 30% dans la moitié des patients, ce qui est dans leurs propres termes énorme. Et de façon beaucoup plus efficace, on a besoin d'avoir tous ces bénévoles tous les jours. Très bien, on reviendra à plus d'exemples, mais on a une question ici qui attend avec beaucoup de patience. Est-ce qu'on a d'autres questions? Comme ça, on peut donner le micro. OK, il y en a une autre là-bas. Très bien, merci. Je suis Anne-Marie Esteves, qui fait partie d'un cabinet consultant. Donc, c'est une question, Emiliano, mais également pour Delphine. Donc, est-ce que vous avez eu d'autres organisations et qu'est-ce que ça veut dire pour les changements que vous avez faits au modèle économique? Donc, ma question, c'est sur l'impact de cet investissement pour vos modèles économiques. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez donner peut-être le micro derrière? Donc, je m'appelle Béatrice et je voulais poser des questions sur l'environnement israélien. J'ai eu l'occasion d'entendre parler de Digital à Tel Aviv. C'est très innovant la façon dont le gouvernement le fait. Est-ce que vous avez dit sur les connexions avec le gouvernement? Et je voulais savoir, selon vous, comment est-ce que vous décririez les aspects essentiels pour l'entrepreneuriat social pour qu'il puisse se développer, parce que je pense que j'aimerais entendre votre témoignage là-dessus. Merci beaucoup. On va rapidement avoir des réponses et ensuite nous prendrons la question de cette dame là-bas dans le fond. Delphine et Maliano, qui veut commencer? Donc, oui, dans notre cas, très localement, nos investisseurs impact, on a eu le premier, c'est la Fondation Ellen MacArthur. C'était une bourse, donc ça a eu beaucoup d'impact de façon positive. Ça a permis de créer un modèle d'économie circulaire. Et il y a un mois, on a vendu une partie de la société à des fondations et c'était vraiment une bonne idée parce que la plupart des investisseurs impact ne votent pas sur la façon dont on gère nos sociétés. On fait ce qu'on veut et vous pouvez dépenser tout l'argent dans de l'alcool et des fêtes, c'est ça? Non, mais il faut évidemment atteindre des jalons, mais ils ne décident pas sur nos mesures. Nos outils de mesure sont sur l'impact, donc on n'est pas vraiment basé sur le profit. La plupart des investisseurs impact sont assez inquiets. Donc en termes de rentabilité, donc pour l'instant, ça a été super pour nous parce qu'ils nous aident à utiliser Impact, nos propres instruments de mesure. Je sais beaucoup des entreprises sociales au Mexique, dès qu'elles ont un investissement Impact, leurs objectifs passent plus. Delphine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Pause, puisque c'est le début de la start-up. Avec le contrat impact social, c'est comme les social bonds, l'impact est rémunérateur finalement. Donc les personnes qui investissent dans Stirrup via ce contrat impact social, d'ailleurs c'est pas tant de l'investissement, c'est plutôt de la dette, qui financent le développement de Stirrup, sont complètement intéressés et complètement alignés avec le fait qu'il faut de l'impact. Au contraire, qu'il faut maximiser l'impact pour avoir un meilleur retour sur leur investissement. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Donc ça ne va pas dévoyer la culture de la start-up, puisqu'au contraire, c'est même une motivation, l'impact pour ces investisseurs. Et d'autre part, les investissements plus classiques dans la start-up, effectivement, il y a un risque de pouvoir que les investisseurs veuillent avoir une influence et changer le modèle, changer la culture pour avoir plus de rentabilité. C'est une question qui se pose actuellement puisque je vais aller chercher des fonds en ce moment. Donc, je n'ai pas encore le retour d'expérience. On pourra en parler l'année prochaine. Mais oui, par contre, je choisis les investisseurs avec qui je vais travailler.
Aujourd'hui, pour financer les startups, que ce soit des startups à impact social ou des startups plus classiques, technologiques, il n'y a pas de problème d'argent. De l'argent, il y en a. Et quand on a un projet qu'on peut défendre avec des bons indicateurs de développement, des bons indicateurs sur l'impact social, on peut se permettre de choisir ses investisseurs. Et voilà. Et c'est la période dans laquelle je suis de bien sélectionner les investisseurs avec qui je vais travailler. Ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, vous êtes des entreprises lucratives. Donc, on a beaucoup d'investissements en impact. Je crois, dans mon expérience, au moins, c'est les gens qui s'éloignent des entreprises lucratives. Donc, c'est un bon exemple. Gilly, si on parlait un petit peu de la scène innovative d'Israël, qu'est-ce que tu peux en dire? Je dirais qu'il y a deux couches. Le premier, c'est les gens. Je pense que la mentalité, en général, de l'organisation, la mentalité, c'est que les gens sont proactifs. Il y a beaucoup de défis sociaux, malheureusement. Mais je pense qu'en général, les gens sont proactifs. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont des investisseurs actifs. Mais dans le même temps, je dois dire que l'institution est très importante aussi. Je pense que le gouvernement et les entités gouvernementales encouragent cela. Et c'est également, ça change les choses. Israël, je pense, est une entité qui s'appelle l'autorité d'innovation d'Israël, qui donne des bourses pour des grosses sommes d'ailleurs pour les startups et pour les entreprises de R&D. Et les entreprises que je connais ont reçu des bourses de cette agence d'innovation qui sont énormes et elles sont là pour les startups. Ils ont aujourd'hui un département qui s'appelle le Forum social, qui est concentré sur les startups d'impact écologique. Donc, ce n'est pas uniquement pas des bourses uniquement pour aider les entrepreneurs au départ, mais également il y a un service qui s'occupe sur les startups d'impact. Et ce gouvernement, ça vient de nos impôts, donc je pense que c'est énorme. Donc, à la fois, ces deux couches sont la base de l'écosystème israélien. J'ajouterai à ça, c'est que l'autre aspect de l'agence de l'innovation, c'est de travailler avec les grosses entreprises israéliennes. Donc, ils font en fait un partenariat. L'une de mes histoires préférées, c'est qu'ils ont un partenariat avec une grosse entreprise alimentaire israélienne et l'autorité d'innovation. Ils ont créé un hub de food tech. Ils ont créé une entreprise qui pourrait faire la première offre des startups, mais ils ne sont pas obligés de travailler avec eux. Donc, ce que vous allez avoir, c'est que tous les entrepreneurs, pour venir vers cette startup, ont accès à toute la connaissance qu'il y a d'une grosse entreprise de l'alimentaire. Ils ont toujours leur propre initiative, mais l'entreprise va faire beaucoup d'efforts pour s'assurer que tous les entrepreneurs sont très heureux et dans leur coopération avec cette grosse entreprise, et ça crée une communauté. Et je pense que c'est le plus important. L'essence est plus importante. Et comme Gilly l'a dit, ça permet de revenir vers le gouvernement. Parce que quand le gouvernement, les officiels voient cette coopération entre les autorités d'innovation et des entreprises qui disent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose de pareil, et c'est comme ça que la sécurité sociale dit c'est bon, j'aimerais avoir un hub d'innovation moi-même. Nous avons un engagement pour la dernière question qui est là-bas. Ma question est pour Delphine. Je voudrais savoir quelles sont les ressources que vous avez prises. Alors, donc, quelles sont les étapes dans la constitution des startups et quelles sont les ressources utilisées? Désolée. Les ressources qu'on utilise pour Stirrup,
C'est assez simple. Déjà, il y a la plateforme, c'est ce qu'on disait. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec Réseau Alliance, qui organise le World Forum, sur répartir les responsabilités entre Stirrup, les partenaires, les clients, tous les interlocuteurs, en construisant des conventions de collaboration où chacun prend sa part. Et au niveau des ressources, Stirrup s'appuie beaucoup sur les ressources de ses partenaires. Aujourd'hui, Stirrup va faciliter la mise en relation. Et par contre, toute la suite, le repérage des personnes qui ont besoin d'un logement, l'accompagnement social, même la remise des clés, l'état des lieux, ce sont les associations qui le font. Donc Stirrup va s'appuyer sur les ressources qui existent, exactement sur le même principe d'utiliser la ressource disponible des logements vacants. On va aller chercher les ressources là où elles sont, là où les gens ont ces compétences, sont bons dans leur métier. Donc Stirrup en interne, il y a besoin de ressources bien évidemment, mais c'est pas énorme par rapport à l'impact social. Puisqu'on va répartir les rôles, on va répartir les responsabilités. Ça, c'était la deuxième partie de votre question. Et la première partie, j'ai oublié. Est-ce que quelqu'un... Je ne sais pas si Momo, tu te souviens de la première partie de la question? What was it? Qu'est-ce que c'était? Les étapes. Les étapes. Oui, c'est ça. Les étapes. Donc là, on a terminé. Il y a eu plusieurs expérimentations, plusieurs, on va dire, prototypes. J'arrête pas de dire toute la journée que je suis en mode crash test tous les jours, en permanence. Et on est arrivé à un process qui est professionnalisé. Toute la relation contractuelle, en fait, toute la chaîne est complètement digitalisée. Il y a plus, tout est digitalisé aujourd'hui. Stirrup est local aujourd'hui. Je suis en discussion avec le gouvernement pour pouvoir aller plus loin, aller plus vite et répondre à des enjeux, par exemple, de comment mettre à l'abri des femmes victimes de violences sur l'ensemble du territoire français. Donc là, on va entamer une phase de croissance qui va être importante. Et c'est d'ailleurs pour ça que je rebondis quand je disais j'allais chercher des fonds, des moyens. C'est pour pouvoir permettre ce développement à Stirrup. Parce qu'au niveau des ressources, il va falloir des ressources humaines pour faire en sorte que les process, que tout se passe bien et de pouvoir essaimer, rencontrer les différentes associations sur les territoires sur lesquels on va travailler. Donc on va bientôt franchir les frontières de la région. Voilà pour les étapes. Et l'ambition, c'est de mettre à l'abri de prêter 300 logements tremplins pour fin 2020. Et après, d'arriver à quasiment 3000 3 ans plus tard, en fait, pour les étapes, si ça répond à peu près à la question, sur le territoire français. OK, fantastic. And again, another option for a committee. Et ici encore une nouvelle possibilité d'engagement. Je crois qu'on a une très bonne discussion, on peut mettre fin à cette discussion. Je voudrais vous remercier, vous, mais pour récapituler, je dirais que récemment, vous avez peut-être vu que le prix Nobel de l'économie est un chercheur... Non, il y en a deux en fait. Il y en a un qui est français, des chercheurs sur la pauvreté. Et si j'ai bien compris, les deux messages ici, c'est premièrement le pouvoir de l'économie pour résoudre les questions sociales. Et d'une certaine manière, c'est intéressant parce que on a été très bien formés pour faire en sorte que les gouvernements résolvent les questions sociales et peut-être même la société civile. Nous voulons que l'économie aide également à résoudre les questions sociales également. Le deuxième message qui est très intéressant à mon avis, c'est le fait on voit que les managers doivent apporter des réponses beaucoup plus correctes et positives pour des gens dans un état de pauvreté, beaucoup plus que jadis. Je sais combien il est difficile de véritablement comprendre le problème et surtout les problèmes autour de la pauvreté. Donc ici encore,
dans ce qui semble être une manière très élégante de changer beaucoup de choses et changer la manière dont on veut résoudre la pauvreté. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, ici encore, est très créatif, très mûr. Et ce n'est pas menaçant, ce n'est pas intimidant. Des manières de résoudre des problèmes très agressifs dans le domaine social. Donc, merci beaucoup et j'espère que ça va vous pousser à penser à vos engagements quant à savoir ce que vous voulez faire et nous vous invitons à vous relier en ligne pour dire quels sont vos engagements.